Gergovie 360, le podcast panoramique du musée de Gergovie. Bonjour et bienvenue sur Gergovie 360, le podcast panoramique du musée archéologique de la bataille de Gergovie. Pour ce nouveau rendez-vous, Frédéric, directeur du musée, et moi-même, Sylvain, responsable communication, nous accueillons Frédéric de Caluve. Ingénieur en environnement, inspecteur des sites pour la DREAL. Je vous rappelle que la DREAL, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Frédéric de Caluve a conduit le classement national du plateau de Gergovie et des sites arvernes en tant que patrimoine historique et pittoresque. Que ce soit sa géologie, ses paysages ou son occupation par l'homme, Frédéric connaît sur le bout des doigts ce territoire exceptionnel qui vise aujourd'hui la labellisation Grand Site de France, porté par les collectivités locales et le musée de Gergovie. Dans ce numéro de Gergovie 360, nous nous intéresserons donc au futur des sites arvernes. Avec Frédéric, nous rappellerons pourquoi les sites arvernes méritent ce classement. Nous nous demanderons comment préserver et valoriser ces espaces pour les générations futures et comment imaginer un projet de territoire qui puisse satisfaire toutes les personnes qui y vivent, y travaillent ou le visitent. Bonjour Frédéric, alors ça me fait drôle parce que je m'appelle Frédéric, mais donc mon cher Frédéric, bonjour, bienvenue. Bonjour Frédéric, bonjour à tous, bonjour Sylvain. Donc la première question, c'est bien sûr, c'est toujours la première question que nous posons à nos invités, c'est qu'est-ce que Gergovie évoque personnellement pour toi ? Y a-t-il un lien particulier et personnel qui t'unit à Gergovie ? Alors il faut savoir que je ne suis pas originaire de la région Auvergne, donc effectivement moi je n'avais pas de lien dans mon enfance avec le plateau de Gergovie, mais j'ai un souvenir très très précis de la première fois en fait où je suis monté au plateau de Gergovie. C'est à une époque où j'habitais toujours pas en Auvergne. En fait ma compagne habitait Romagna, donc la ville qui est en contrebas du plateau côté métropole clermontoise. Et c'était en 2006 ou en 2007, elle m'avait proposé d'aller se balader au plateau de Gergovie. Et j'ai un souvenir assez précis de me dire que en fait j'étais assez honoré et privilégié de pouvoir découvrir le plateau dont on m'avait parlé pendant ma scolarité, avec l'histoire bien sûr de la bataille de Gergovie, des sites arvernes, avec le plateau de Gergovie qui était vraiment la figure de proue de cette histoire. Et donc je suis vraiment monté à pied depuis Romagna en me disant que voilà, j'étais privilégié. Et donc pour moi j'avais vraiment l'impression de découvrir une page de l'histoire de France. Et j'en ai vraiment un souvenir extrêmement précis. Alors, avant de reparler de Gergovie, des sites arvernes, on voudrait s'intéresser à ton parcours professionnel. Et question simple pour commencer, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'œuvrer dans le secteur de la protection de l'environnement ? Est-ce que tu as un souvenir particulier qui a créé le déclic ? Alors, je ne sais pas si j'ai un souvenir particulier. Après, ce qui est sûr, c'est que, ayant grandi à la campagne, c'est vrai que j'ai toujours été en contact de l'environnement et aussi avec des parents qui étaient plutôt tournés vers les sports de pleine nature. J'étais constamment baigné dans cet environnement rural ou montagneux pour les vacances. Après, c'est vrai que j'ai quand même des souvenirs lorsqu'on est, par exemple, au collège et qu'on commence à avoir des enseignements sur l'écologie, la biodiversité, les sciences de la vie. J'ai des souvenirs assez précis où je me disais que finalement, la nature finalement était très complexe, qu'on avait un espèce d'héritage de l'évolution sur plusieurs milliards d'années, où en fait on a la chance, nous, de pouvoir se balader. On est au printemps, on a des fleurs, et en fait la nature fait que ces fleurs vont se transformer en fruits, et que au début de l'été ou à la fin de l'été, on va pouvoir les manger. Et je me disais, en fait, quand on nous explique tous les process techniques qu'il faut pour arriver à ça, entre la fleur et le fruit tout simplement, on a vraiment de la chance finalement, et il faut être quand même à la hauteur de cet héritage de plusieurs millions d'années. Et donc œuvrer à la protection de l'environnement, c'est aussi participer à conserver cet héritage. Et donc moi c'est vrai que c'est vers l'adolescence, grosso modo, que j'ai compris très vite que finalement la protection de l'environnement, le cadre de vie de tout un chacun, c'était quand même quelque chose de fondamental. Ouais. Alors aujourd'hui, donc tu es inspecteur des sites, on le disait en introduction. Et qu'est-ce que cela comprend comme mission ? Quels sont les sites que tu as contribué à protéger, valoriser dans cette mission ? Alors le métier d'inspecteur des sites à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, il comprend deux piliers principaux dans ces missions. Le premier pilier, c'est de vérifier que les sites qui sont déjà classés maintiennent leur bon état de conservation, ce qu'on appelle dans la politique des sites l'esprit des lieux. De vérifier que ce qui avait motivé le classement à l'époque existe toujours aujourd'hui. Et ça passe par en fait l'instruction de toutes les demandes de travaux qui sont susceptibles de modifier le site qui est classé. Donc sur le département du Puy-de-Dôme, il y a une vingtaine de sites classés qui couvrent
à peu près 20 000 hectares. Et je suis également en charge du département de l'Allier, où il y a également 11 sites classés. Et donc, à l'intérieur de ces périmètres, qui sont des servitudes d'utilité publique, donc là encore, ça dépasse un peu le simple agent que je suis. C'est vraiment l'intérêt général qu'on essaye de défendre. On s'assure que les travaux soient parfaitement intégrés, qu'on vérifie les impacts soient les moins importants possibles, et notamment en termes de paysage, que les travaux soient parfaitement intégrés au paysage et respectent les critères de classement. Le deuxième pilier, qui peut être également très important, très chronophage, mais qui est particulièrement passionnant pour un inspecteur des sites, c'est de classer de nouveaux sites. Donc sur cette base, on a une liste nationale qui nous guide, qui a été mise à jour en 2019, mais qui n'est pas une liste fermée, et on peut à l'intérieur de cette liste venir rajouter des noms de sites si localement il y a vraiment un intérêt à classer ce nouveau site. Alors, il faut bien se rendre compte que d'un point de vue administratif, on a la possibilité de classer un nouveau site contre tout le monde, mais ce n'est pas l'idée, bien sûr. On essaye de travailler avec les territoires pour les convaincre du bien fondé de ce projet de classement. Et donc, il y a un très long process de concertation avec les élus locaux. Et donc, c'est ça qui, en fait, prend beaucoup de temps, mais qui est passionnant, puisqu'on rencontre tous les élus communaux, intercommunaux, les associations qui œuvrent sur le territoire, les propriétaires privés qui peuvent avoir de l'importance à l'intérieur de ces sites. C'est intéressant ce que tu disais, puisque en fait, il faut convaincre finalement les acteurs du territoire d'adhérer au projet. Moi, dans ma vision, c'était plutôt une volonté et un accueil bienvenu sur un classement. Alors effectivement, on a les deux cas de figure. Tu as raison de le souligner. On peut avoir des territoires qui sont demandeurs d'un classement, à plusieurs titres, parce que leur territoire peut être surfréquenté, ou au contraire, ils veulent le mettre plus en avant, donc ils savent qu'en classant un site, ça peut ramener également des visiteurs. Moi, il se trouve que, pour être tout à fait honnête, sur mes deux départements, sur l'Allier et sur le Puy-de-Dôme, on a eu assez peu de démarches qui venaient du local vers l'État. Gergovie, c'est un cas un peu particulier, dans la mesure où, en fait, dès les années 2007-2008, la collectivité locale de l'époque, Gergovie et Val d'Allier, voulait prétendre au label Grand Site de France, déjà à cette époque. Sauf que pour pouvoir prétendre à ce label, en fait, il faut déjà disposer d'un site classé. Donc l'État, à l'époque, a expliqué à la collectivité qu'il fallait d'abord procéder au classement, mais il faut bien garder en tête qu'un site classé, c'est d'abord un outil de protection. Et ça peut être vécu comme une contrainte malgré tout, que ce soit pour les élus, mais aussi pour les habitants, les propriétaires, qui peuvent voir une contrainte supplémentaire à leur développement. Et donc finalement, en tout cas sur mes deux départements, assez peu de collectivités sont demandeuses de cet outil, mais c'est le Puy-de-Dôme en particulier est un département qui s'empare bien en fait de cet outil de protection pour valoriser son territoire dans un second temps. Et on a le cas par exemple avec la chaîne des Puys, qui a commencé petit entre guillemets avec un classement au sommet du Puy-de-Dôme dans les années 30, et aujourd'hui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial sur des dizaines de milliers d'hectares. Donc on voit que le process a été bien mené et a porté ses fruits. Alors justement, on va revenir à Gergovie. Depuis 2022, Gergovie et les sites Arvernes sont classés au niveau national en tant que patrimoine historique et pittoresque. Peux-tu nous dire ce qu'est ce classement au titre de la loi de 1930 et quels étaient finalement les arguments de Gergovie et des sites Arvernes pour obtenir ce classement ? Alors on peut classer un site en mobilisant des critères. Donc il y a 5 critères, c'est une liste fermée, et on peut cumuler ces critères entre eux ou pas. Je ne vais pas tous les détailler, mais les 3 plus importants sont les critères pittoresques, donc ça c'est en rapport direct avec le paysage, le critère historique et le critère scientifique. Sur Gergovie, il était assez évident que le critère historique était prédominant. Je ne vais pas refaire un cours d'histoire, mais le lieu de la bataille de Gergovie, c'est un événement historique majeur au niveau national qui est enseigné dans toutes les écoles, donc le critère historique était facilement mobilisable. Et le critère pittoresque a également été mobilisé, ce qui fait qu'on a un cumul de 2 critères pour ce classement, qui est assez unanime, puisqu'on a eu donc des visites d'inspecteurs généraux du ministère qui ne connaissaient pas forcément le site, mais qui, avant de venir, se posaient la question de la légitimité de ce critère pittoresque. Mais une fois qu'on est sur le belvédère du plateau de Gergovie, finalement, cette interrogation, elle disparaît assez vite, et il est évident que le critère pittoresque vient facilement se cumuler avec le critère historique. Donc de ce point de vue-là, les 2 critères ont été mobilisés facilement et justifient pleinement du classement du site. Et j'ajoute quand même que
on a certes le plateau de Gergovie, qui est la figure de proue à l'intérieur de ce site classé, mais qu'on a également d'autres sites, notamment l'oppidum de Gondol et l'oppidum de Coran, qui forment un espèce de triangle au sein duquel se trouvent les 2 camps de César. Et donc on a beaucoup insisté au moment du classement, de l'enquête publique et des différentes commissions, sur le fait qu'on classait certes le plateau de Gergovie, mais aussi et surtout un territoire à l'intérieur duquel on avait le lieu de la bataille de Gergovie, les 2 camps de César, et donc 3 oppida gaulois, ce qui en fait un territoire et une richesse archéologique exceptionnelle au niveau international. Et donc on dézoome un tout petit peu, on ne se focalise pas uniquement sur Gergovie, mais on dézoome un tout petit peu et on intègre l'intégralité de ce territoire, qui touche quand même 14 communes sur 2 intercommunalités et qui couvre un peu plus de 4000 hectares. Qu'est-ce que ce classement va apporter au territoire? Quel est l'objectif? Alors l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord un outil de protection. Donc, ce qu'on va regarder, nous, à la DREAL, en tant qu'inspecteur des sites, c'est que tous les travaux qui vont avoir lieu à l'intérieur de ce périmètre classé, à l'intérieur de ces 4000 hectares, s'intègrent d'un point de vue paysager. Et alors, pour le cas particulier de ce site, ce n'est pas valable pour tous les sites classés, mais ici, on a une richesse archéologique exceptionnelle. Et donc, on va s'assurer que les travaux qui vont être mis en œuvre n'impactent pas les vestiges archéologiques dans le sous-sol. Donc, ce que ça va apporter au territoire en premier lieu, donc c'est une mesure de protection pour garantir le paysage et les vestiges archéologiques. Mais ensuite, le territoire peut s'emparer de cet outil site classé pour, par exemple, communiquer dessus en disant on a un territoire exceptionnel qui est préservé, et donc on peut valoriser ce territoire, et ça peut être un levier important, et aussi une forme de garantie finalement que le territoire est bien géré. Et donc ça peut être valorisé d'un point de vue touristique, par exemple, ou pour les habitants, localement, le cadre de vie des habitants au quotidien est extrêmement qualitatif, et donc on peut aussi mettre ça en avant. Et enfin, c'est vrai, comme je l'ai dit également précédemment, une fois que le site est classé, c'est ce qui est le cas depuis 2022, et sous certaines contraintes et un petit cahier des charges à respecter, on peut prétendre au label Grand Site de France, qui est là une étape supplémentaire de valorisation du territoire et une garantie encore supplémentaire de la bonne mise en œuvre d'un plan de gestion pour préserver ce site classé. Justement, dans le label Grand Site et le collectif qui a été créé, on a beaucoup parlé récemment de surfréquentation, de surtourisme. C'est une question qui rentre aussi un petit peu dans la protection des différents sites naturels classés. Gergovie n'est pas encore dans ce cas, mais est-ce que toi, tu as des préconisations à faire pour éviter ou pallier à cette surfréquentation? Quelles sont les actions un petit peu emblématiques justement des différents sites, grands sites de France et leur efficacité? Alors c'est une vraie question. C'est une vraie question qui est complexe parce qu'effectivement, il faut trouver un point d'équilibre entre la valorisation du territoire qu'on met en avant pour essayer de faire venir des visiteurs, mais jusqu'à quel point, et effectivement, ne pas atteindre ce point de rupture où on aurait une surfréquentation qui viendrait endommager finalement le site qu'on cherchait à protéger. Donc c'est un peu paradoxal. On cherche à protéger un site, on s'appuie sur cet outil pour valoriser le territoire, on fait venir des gens, et au final, le résultat qu'on risque d'avoir, en fait, c'est une dégradation. Donc pour éviter ce paradoxe, c'est vrai que aujourd'hui, on a pas mal de recul, donc on peut réfléchir aux outils à mettre en œuvre. On peut prendre l'exemple le plus facile, le plus proche de nous, c'est le Puy-de-Dôme, où en fait le Puy-de-Dôme a pendant longtemps été l'épicentre du label Grand Site de France, puisque le site classé, lui, couvrait plus de 13 000 hectares, mais finalement le territoire labellisé n'en couvrait que 1000. Et donc on avait cet effet inverse, c'est-à-dire qu'on venait presque concentrer les visiteurs au sommet du Puy-de-Dôme, donc à peu près grosso modo 500 000 visiteurs par an au sommet du Puy-de-Dôme, à l'aide du panoramique qui monte avec le train crémaillère ou avec la randonnée. Et en fait, on s'est rendu compte effectivement que ça nécessitait quand même des aménagements assez lourds pour maintenir le bon état de conservation du Puy-de-Dôme. Et aujourd'hui, les actions qui sont mises en œuvre sont plutôt à essayer de répartir les visiteurs sur l'entièreté du site classé et du bien UNESCO, qui est encore un petit peu plus grand que le site classé, pour essayer de lisser un petit peu les visiteurs sur tous les sites naturels du bien, et pas uniquement au sommet du Puy-de-Dôme. Et si on fait le parallèle avec Gergovie, finalement, on est un peu sur le même modèle, c'est-à-dire que le risque qu'on aurait, c'est de dire il y a le plateau de Gergovie, tout le monde doit aller au plateau de Gergovie, découvrir la richesse du plateau, et c'est légitime, puisque c'est vraiment, encore une fois, la figure de proue, l'endroit où il s'est passé le plus de choses. Mais
voilà, un risque d'avoir beaucoup de visiteurs sur un site qui finalement ne fait que quelques dizaines d'hectares, avec des risques d'impact sur le milieu naturel, voire peut-être sur l'archéologie. Alors qu'à proximité immédiate, on a d'autres sites archéologiques comme Gondol, Coran ou les deux camps de César, qui sont à même de recevoir des visiteurs. Et je pense que s'il y a une démarche engagée pour le label Grand Site de France, c'est pour ça qu'il faut, dès le départ, se mettre dans la posture de dire on ne va pas envoyer 100% des visiteurs sur le plateau de Gergovie, mais il faut que 100% des visiteurs aient découvert les 5 sites historiques, donc les 3 oppidums gaulois et les 2 camps de César, pour diluer un petit peu la fréquentation dès le départ. Si on comprend bien, ce n'est pas un paradoxe, c'est plutôt un travail vraiment d'association entre l'esprit des lieux, et ça j'aimerais bien avoir ton avis sur si tu sens ce que c'est que l'esprit des lieux entre Gergovie, les différents sites arvernes, l'histoire, la géographie, la géologie, enfin, tu en as parlé, les paysages, et puis la gestion et l'accueil du public, parce qu'en fait, des publics, parce que c'est toute la clé de la réussite aussi de la préservation de ces paysages. Alors effectivement, donc il y a 2 questions. Hein. L'esprit des lieux, bon, c'est quand même quelque chose qui nous dépasse, c'est-à-dire que normalement, quand on vient sur Gergovie, on ne cherche pas forcément à caractériser l'esprit des lieux par quelque chose de très précis, de très matériel. C'est quelque chose qu'on sent, qu'on ressent, c'est un peu aussi une intuition. Quand on vient sur le plateau de Gergovie, comme je l'ai dit, moi je ne suis pas quelqu'un, j'ai pas une thèse en histoire, mais quand je suis venu la première fois sur le plateau de Gergovie, j'avais vraiment conscience de venir sur un lieu qui avait une portée nationale, une vraie histoire. Et donc on cherche quand même, en venant sur ce lieu, à avoir des petits signaux qui nous remettent en phase avec cette histoire, mais pas forcément quelque chose de monumental ou de construit forcément, mais des petits signaux qui nous laissent entreapercevoir cette page d'histoire, et c'est un peu ça l'esprit des lieux. Donc, sur le site de Gergovie, bien sûr, c'est l'histoire, l'état des lieux, l'esprit des lieux, pardon. Sur d'autres sites qui seraient 100% naturels, par exemple, vous allez sur la chaîne des Puits, l'esprit des lieux, c'est le volcanisme. Donc il faut que vous emmenez un néophyte sur la chaîne des Puits, il faut que ce néophyte comprenne qu'il est sur un volcan. Voilà, c'est un peu ça l'esprit des lieux, sans qu'on lui ait mis un panneau sous le nez. Il faut qu'il le comprenne presque de manière spontanée. Et par rapport à la deuxième partie de ta question, trouver toujours ce point d'équilibre entre respecter l'esprit des lieux et avoir quand même des visiteurs qui viennent sur place sans le dénaturer, effectivement, aussi là, il y a un travail collectif à faire avec le territoire, les services de l'État, les collectivités, les spécialistes de l'histoire, les associations locales, les habitants, les propriétaires, l'agriculteur qui fait pâturer ses moutons sur le plateau. C'est toute cette mayonnaise-là qu'il faut réussir à faire prendre pour maintenir cet esprit des lieux et maintenir d'un point de vue physique la géologie, l'archéologie, les habitats naturels. Et c'est ça un peu le challenge que nous tous collectivement on doit réussir à atteindre. Parmi les différents lieux du plateau de Gergovie et des sites arvernes, est-ce qu'il y en a un qui ressort plus particulièrement pour toi ? Tu l'as parlé, Gergovie, quand tu es arrivé pour la première fois, mais est-ce qu'il y a peut-être un endroit que le grand public ne connaît pas bien et que tu aimerais mettre en avant aujourd'hui avec nous ? Moi, j'étais très agréablement surpris quand je me suis rendu pour la première fois sur le plateau de Coran, parce qu'en fait, il est très différent. Sur le plateau de Gergovie, on a essentiellement des prairies, alors que sur le Coran, en fait, on a aussi des parcelles cultivées. Et donc, même inconsciemment, ça rappelle peut-être un peu plus l'époque gauloise, où on s'imagine des céréales cultivées sur le plateau, avec l'oppidum qui est fortifié, donc avec en plus une évocation partielle, mais qui physiquement se voit un peu plus que sur Gergovie, avec les travaux du conseil départemental, qui réévoquent un petit peu des vestiges gaulois et romains sur le site de Coran. On se projette un petit peu plus sur le site. Donc moi, c'était une très bonne surprise d'aller sur Coran la première fois, il y a quelques années. Et j'attends le jour où on aura un vrai programme sur l'oppidum de Gondol, qui est sur la rive gauche de l'Allier. Effectivement, quand on y va aujourd'hui, même pour moi, on a du mal à se projeter. On est sur un espace agricole, collé à une frange urbaine. Donc d'un point de vue paysager, c'est pas exceptionnel. Malgré tout, les quelques fouilles qui ont eu lieu sur ce secteur ont toujours donné des résultats exceptionnels. Et moi, je suis sûr que dans les années à venir, en fait, Gondol va nous révéler des belles surprises dès lors qu'il y aura un programme de fouilles ambitieux sur cet oppidum. Avant de nous séparer, une question traditionnelle aussi. Y a-t-il une question à laquelle tu aurais aimé répondre, mais que nous ne t'avons pas posée ? Il y a beaucoup de questions, mais peut-être vous auriez pu me demander comment vois-tu Gergovie dans 5, 10 ou 15 ans ? Très bonne question.
On avait imaginé, moi je suis arrivé il y a très longtemps, 6 ans, on va parler d'un téléphérique. Plus de voitures sur Gergovie, il y a un téléphérique qui viendrait de la plaine. Alors un téléphérique, d'un point de vue paysager, et de l'impact potentiel aussi sur les vestiges archéologiques pour venir ancrer une gare d'arrivée de téléphérique sur le rebord du plateau, je ne sais pas. Mais effectivement, par exemple, la place de la voiture, c'est un vrai sujet d'ailleurs sur tous les grands sites de France, où d'une manière générale, la politique de valorisation de ces sites vise à essayer de sortir le maximum les voitures des sites naturels, en reculant un petit peu les parkings. Et ça a un double avantage, c'est que d'un point de vue paysager, on n'a plus les voitures sur le site patrimonial qu'on cherche à protéger. Et c'est un deuxième avantage qu'on ne mesure pas toujours, mais qui est important, c'est que ça permet quand même aux visiteurs d'avoir un petit sas de décompression entre le moment où il sort de sa voiture et le moment où il met les pieds sur le site. C'est-à-dire que pendant longtemps, on avait l'habitude, on arrive sur un site naturel, on gare sa voiture, on ouvre la portière et hop, on est dans le site naturel, de manière un peu brutale, sans transition. Quand on recule les parkings, parfois pas très loin, quelques centaines de mètres suffisent parfois. C'est notamment ce qu'on trouve en tout cas sur les sites du littoral, où on a reculé les parkings. Ça permet aux visiteurs de descendre de sa voiture, de ne pas être dans le site tout de suite. Alors soit il y va à pied, donc là c'est encore mieux, il a des minutes, voire des dizaines de minutes pour faire cette transition entre sa voiture et le site naturel, ou une navette, par un bus par exemple, où ça va plus vite, mais il a quand même le temps, comme il n'est plus en train de conduire sa voiture, il a le temps de regarder par la fenêtre du bus et de s'imprégner tout doucement de l'état d'esprit des lieux, et de rentrer comme ça de manière un peu plus progressive. Et donc ça, sur Gergovie, je pense que... Alors l'échelle de temps est difficile à donner, mais d'ici 5 ou 10 ans, effectivement, si on pouvait avoir une entrée un peu plus progressive sur ce site exceptionnel, je pense que ce sera un gros bénéfice pour le visiteur qui vient de l'extérieur, et même pour les gens de la périphérie du site, les habitants locaux. Ça leur permettrait peut-être de se réapproprier le site, de redécouvrir un petit peu les franges de ce site, pour y rentrer de manière un peu plus progressive, être peut-être un peu moins dans la consommation immédiate en sortant de sa voiture, et plus dans la découverte finalement. Donc c'est ce qu'on peut espérer de mieux pour Gergovie et les sites Arvernes d'ici quelques années. Merci Frédéric, c'est une belle feuille de route pour les 5 à 10 années qui viennent dans tous nos projets que nous sommes en train de travailler tous ensemble et dont tu es aussi un des acteurs. Merci donc à toi pour être aujourd'hui avec nous et Sylvain dans notre rendez-vous Gergovie 360. Et merci à vous tous qui nous écoutez d'avoir suivi ce nouveau programme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ce numéro avec tous vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre série pour être informé de la sortie des futurs épisodes. Et pour suivre nos actualités, connectez-vous sur musée-gergovie.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt, merci.